Bonsoir. Je suis là pour vous parler de transmission, de tradition et d'innovation. Et je dois le faire malheureusement 2 mois après la catastrophe de Notre-Dame et quelques semaines après la mort de Yao Mingpei, qui était l'architecte de la pyramide du Louvre, qui est mort récemment à l'âge de 102 ans. Alors ces 2 événements profondément malheureux nous permettent néanmoins de poser une question à laquelle j'apporterai une réponse intuitive, à savoir, est-ce qu'au-delà du fait que Notre-Dame et la pyramide du Louvre relèvent de l'architecture, est-ce qu'on peut dire qu'elles relèvent d'une catégorie commune? Et si on répond de manière intuitive, la réponse sera plutôt négative. Notre-Dame, nous dirions volontiers que c'est un monument, tandis que la pyramide du Louvre, nous dirions plutôt que c'est la pyramide du Louvre. Cette petite distinction intuitive peut amener à se demander exactement ce que l'on appelle un monument. Un monument, il faut revenir au latin, c'est quelque chose qui vient de monere, qui veut dire littéralement se remémorer, se souvenir. Par conséquent, un monument, par essence, c'est quelque chose qui transmet une tradition à partir de laquelle un peuple ou une nation se construit ou dans lequel le peuple ou la nation se reconnaît. Naturellement, le monument n'est pas uniquement un rapport au temps, c'est également un certain rapport à l'espace. Les pierres, par exemple, vont porter la trace de la carrière d'où le carrier les a extraites, ou bien le bois va porter ou exprimer la provenance de la forêt ou des terres d'où il vient. Par conséquent, ce que l'on appelle un monument, c'est quelque chose qui établit une double relation au temps et à l'espace. Il en découle que l'évolution de l'architecture traduit évidemment notre rapport à la tradition et notre rapport à la transmission. Par exemple, lorsque l'acier est devenu un matériau pour l'architecture, on a évidemment nié le rapport aux données, le rapport au naturel, on l'a remplacé par l'artifice, mais on a conservé néanmoins le rapport à la tradition. Et si vous pensez à la Tour Eiffel est en métal, elle est en acier, c'est un génie industriel, mais elle conserve malgré tout la possibilité d'une mémoire. Elle porte ainsi au premier étage, en lettres d'or géantes, le nom de tous ceux qu'elle a voulu honorer et dont elle a fait ses prédécesseurs intellectuels et scientifiques du point de vue technique. Idem, les volutes métalliques permettent d'avoir une ornementation qui l'inscrit également dans une tradition. En revanche, lorsqu'apparaît le verre comme matériau de construction, nous avons une double négation. Nous avons quelque chose qui relève du transparent, du lisse, du sans aspérité. Par conséquent, ça ne renvoie ni véritablement à un espace, ni véritablement à un temps. Le verre n'est en fait pas un choix de matériaux purement techniques, c'est un rapport à la tradition, et c'est un rapport de l'ordre de la négation. Pour vous donner une illustration très concrète, je vous invite à penser un phénomène assez intéressant à la Défense, à l'ouest de Paris. Vous savez que Paris est structuré autour d'un axe historique qui part du Louvre à l'est et qui doit conduire à terme, c'était la volonté de Louis XIV, à la terrasse de Saint-Germain-en-Laye. À la Défense, un des jalons de cet axe historique, c'est la Grande Arche. Eh bien, la Grande Arche n'est pas du tout de même nature que les tours qui sont autour d'elle. La Grande Arche est faite à l'origine d'un marbre que Mitterrand a soigneusement choisi pour les carrières. Elle est ornée sur son toit d'un cadran astrologique qui nous dit exactement comment la situer par rapport au cosmos. Et de surcroît, elle est située sur l'axe historique, dont je vous rappelle qu'il est l'axe sur lequel le Soleil se lève le 11 novembre et se couche le 8 mai, puisque ce sont les 2 saints fondateurs de Paris du point de vue symbolique. Ce sont les dates auxquelles on les fête. Tout ça pour vous dire que la Grande Arche, en dépit de certaines apparences rapides, est un monument au sens plein et fort du terme, et elle s'inscrit dans une horizontalité vers Saint-Germain. En revanche, les tours qui sont purement en verre autour brisent cette horizontalité et créent une verticalité qui rompt totalement avec la logique de Paris. Ça permet de parfaitement comprendre la différence entre un monument qui s'inscrit dans une tradition et un bâtiment, notamment en verre. Alors la question qui se pose à présent, c'est comment se fait-il que lorsque nous voyons désormais des bâtiments en verre, nous ne soyons plus étonnés? Pourquoi finissons-nous par trouver cela normal, habituel? Alors on pourrait répondre de 1001 manières, mais je vous propose de faire appel à un auteur que les Versaillais connaissent fort bien, à savoir Alexis de Tocqueville, qui a vécu au 66 rue d'Anjou, à Versailles, entre autres. Tocqueville, vous le connaissez, c'est un député libéral classé à gauche à l'époque en France, au XIXe siècle. C'est un philosophe et c'est quelqu'un qui a fait un voyage d'études aux États-Unis pour étudier un mystère que les Européens ne comprenaient pas, c'est-à-dire le système carcéral. Et pas de prison, évidemment, avant le XIXe siècle en Europe. Donc, il va étudier cela et il en revient avec une intuition extraordinaire
qu'il va développer dans son chef-d'œuvre qu'il a intitulé « De la démocratie en Amérique », publié en 1835, il comprend que la démocratie, ça n'est pas ce que l'on croit. Ça n'est pas un système de vote majoritaire. Ça n'est pas la question du peuple souverain. La démocratie, c'est une vision du monde. C'est une mentalité. C'est une manière de voir les choses. C'est pour cela qu'aux États-Unis, il y a un parti démocrate. Il n'est pas plus démocrate au sens politique que le Parti républicain, mais il a une vision du monde qui est autre. Et sa vision du monde est démocratique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une vision démocratique pour Tocqueville? C'est une vision au sein de laquelle l'individu ne se définit plus par sa lignée. Il n'est plus un membre. Il est justement un individu. Il est un commencement absolu. Il est une nouveauté radicale. Il se construit à partir de lui-même et non plus à partir de la lignée dont il provient. Par conséquent, la mentalité démocratique développe une petite mélodie démocratique. Par exemple, « sois toi-même »,« ne te soucie pas du regard des autres », ou encore « viens comme tu es ». Toutes ces formules que nous avons tous entendues et que beaucoup considèrent comme profondément saines sont des formules démocratiques. Tocqueville ne les critique pas. Tocqueville décrit la mentalité démocratique et il lui donne un nom. Il appelle cela l'individualisme. L'idée que l'individu est tout et que la lignée n'est rien. Il en découle que l'individu ne s'inscrit pas et ne se définit pas à partir d'une tradition et qu'il n'a pas à transmettre quoi que ce soit. Tocqueville a une formulation extraordinaire que je vous cite et qui résume tout cela. Il écrit, en observant cette mentalité, « Je remonte de siècle en siècle jusqu'à l'Antiquité la plus reculée et je n'aperçois rien qui ressemble à ce que j'ai sous les yeux. Le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. » Alors, cela pourrait sembler être une critique de la démocratie. Là encore, c'est descriptif. Tocqueville n'attaque pas la démocratie. Mais il constate un phénomène démocratique étonnant, à savoir que, finalement, le but vers lequel on tend n'a plus beaucoup d'importance, puisque dans toutes les traditions, le but vers lequel on allait était déjà éclairé par la tradition dont on provenait. Mais s'il n'y a plus de définition à partir de la tradition, le but même de l'individu devient le mouvement, et ça devient la mentalité démocratique elle-même. Et pour vous donner un proverbe très, très déprécié aujourd'hui, au fond, la mentalité démocratique, c'est celle qui considère qu'il est scandaleux de regarder l'avenir dans un rétroviseur. Mais ça, c'est vrai pour une mentalité démocratique. Et c'est ça que Tocqueville permet de comprendre. Alors, Tocqueville nous dit qu'on n'a aucun exemple dans les temps reculés de cette manière de voir. Alors allons voir justement, je vous propose un petit regard sur l'Antiquité notamment. Si nous prenons les Grecs, il est tout à fait évident qu'ils ont parfaitement vu la question de l'évolution, mais ils n'en ont pas déduit que évolution signifiait nouveauté. Les Grecs ont, nous le savons, fondé des historiens. Ils ont les tout premiers historiens connus, Hérodote et Thucydide. Hérodote et Thucydide décrivent l'évolution humaine et créent même l'historia, c'est-à-dire l'enquête, enquête sur les phénomènes de l'évolution. Bon. Mais ils n'en déduisent pas pour autant qu'il y a de la nouveauté dans les phénomènes humains. Idem, Platon décrit l'enchaînement et l'évolution des systèmes politiques, mais il n'en déduit pas qu'il y a de la nouveauté politique. Il y a toujours, au fond, chez les Grecs, un air de déjà-vu. Alors peut-être pourrions-nous nous tourner vers les Hébreux. Les Hébreux sont l'autre grande tradition à laquelle nous nous rattachons. Eh bien, on pourrait penser qu'ils pensent comme les Grecs, pensons à l'Ecclésiaste, dans lequel il nous est dit « il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Donc c'est toujours cette idée d'éternel recommencement. Pourtant, il y a quelque chose chez les Hébreux, tardivement, qui est absolument inouï. C'est l'idée que la création soit ex nihilo, que Dieu ait réussi à faire de l'être à partir du néant. Ça, c'est une nouveauté extraordinaire. Un Grec n'aurait jamais compris ça. Pour un Grec, les choses se transforment, se métamorphosent, passent l'une dans l'autre, mais jamais on n'aurait pu penser, si on était grec, que du néant nous puissions passer à l'être. Et d'ailleurs, les premiers pères grecs de l'Église n'y croyaient pas. Il a fallu attendre Augustin. Donc, on a en fait deux pôles antiques, Athènes et Jérusalem, l'un qui nous dit il y a de l'évolution sans la nouveauté, et l'autre qui nous dit si, il y a de la nouveauté, et peut-être qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. D'ailleurs, la tradition prophétique va s'appuyer là-dessus pour montrer à quel point la nouveauté est souhaitable et doit advenir. Toutefois, il ne faudrait pas opposer de manière trop caricaturale la vision grecque et la vision hébraïque. Malgré leurs différences, ils ont un point commun absolu. Les deux se pensent à travers l'héritage. Les deux se pensent à travers la lignée. Les deux se pensent à travers l'appartenance. Et au fond, du point de vue hébraïque, on pourrait presque dire que ce que l'on entend par tradition,
c'est le fait d'apprendre à accueillir la nouveauté, et notamment la nouveauté prophétique. Et peut-être avons-nous là un point d'équilibre à peu près parfait, qui désigne les plus hauts moments de la civilisation européenne quand elle réussit à tenir ces deux bouts-là, quand elle réussit à faire de la tradition ce qui accueille la nouveauté. Pensons au monde médiéval. Quand le monde médiéval reprend Aristote pour faire une philosophie nouvelle qu'on appelle la scolastique, c'est exactement ce qu'elle fait. Quand la Renaissance reprend le paganisme pour faire l'humanisme, c'est exactement ce qu'elle fait. Quand nous sommes à Versailles, Louis XIV reprend la mythologie pour en faire quelque chose dans un jardin qui pourtant est orienté de manière chrétienne, c'est exactement ce qu'il fait. Et ce sont là sans doute les acmés de la civilisation. Finalement, le monde médiéval avait un mot pour désigner cela, avait un verbe, c'était le verbe innovare. Innovare au sens latin du terme et au sens médiéval, cela veut dire se ressourcer, retrouver les sources originaires, revivifier le présent à partir du passé. Or, l'hypothèse que je vous soumets, c'est que nous, avec notre mentalité démocratique, nous n'entendons plus ce sens-là d'innovare. Nous entendons dans innover ou dans l'innovation l'apparition d'une nouveauté radicale. Et ça, c'est le sens américain du terme. Dans le sens américain du mot innovation, qui est apparu en France en 1957 et qui s'est répandu dans les années 2000, l'innovation désigne le succès commercial sur un marché d'une invention. C'est-à-dire, l'innovation, au sens américain, c'est un placement de produits réussi sur un marché. Et finalement, quand nous entendons désormais le mot innovation, d'une certaine manière, c'est ce à quoi nous pensons. Pour vous donner une illustration, et pour revenir à mon point de départ, qui était consacré à Notre-Dame, eh bien, il y a un débat pour savoir s'il faut reconstruire la flèche à l'identique ou pas. Il y a 500 millions d'euros en jeu. Eh bien, quand les médias présentent l'alternative, ils disent que l'alternative est entre reconstruire la flèche à l'identique ou innover. Alors, il est évidemment temps de conclure, et naturellement, je ne suis pas en train de dire que nous, démocrates et modernes, ne savons pas qu'il y a un passé ou nous ne savons pas qu'il y a une tradition. Nous savons que tout cela existe, mais nous considérons que ce ne sont plus eux qui nous guident. Et de surcroît, quand nous avons affaire au passé ou à la tradition, nous avons tendance à les muséifier, à les figer, à y voir un fait de culture. Hegel, qui est un philosophe du XIXe siècle, a une formule frappante pour dire cela. Il dit « Face à une œuvre religieuse, nous ne mettons plus genoux à terre. » Oui, nous y voyons une pièce de musée, nous y voyons quelque chose qui se visite, nous y voyons une œuvre d'exposition pour laquelle éventuellement nous ferions la queue, mais sans plus. Par conséquent, la question que je laisserai en suspens, c'est la question de savoir si ce passé, qui finalement pour nous est comme un fantôme, nous hante grâce à la culture, ou si au contraire, il faut dire avec Paul Valéry, « Adieu fantôme, le monde n'a plus besoin de vous ». Je vous remercie.